Seconde partie de notre émission spéciale du jour de l'APN. On se dirige vers les territoires occupés palestiniens en parlant d'une figure spéciale qui a été la protagoniste d'un film dont on va parler. Donc on la cible de plus en plus violemment, la figure en question, juste parce qu'elle s'adonne à sa tâche, celle de rapporter la situation humanitaire et des droits de l'homme à Gaza et en Cisjordanie occupée. C'est une femme à abattre, car une femme qui en sait trop apparemment et qu'on veut par tous les moyens décrédibiliser. C'est en tout cas un des propos du film des United Nations, l'ONU dans la tourmente, réalisé par Christophe Couteret. Depuis octobre 2023, l'incapacité de la communauté internationale à empêcher le massacre des populations civiles palestiniennes acte-t-il pour autant la faillite du droit international à Gaza et ailleurs? Faut-il parler d'une institution onusienne impuissante face au drame de notre époque? Pour en parler, on reçoit donc Christophe Couteret, réalisateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Boisiz, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je rappelle, vous êtes le réalisateur d'un film, pour ma part, qui m'a un peu, bien sûr, plu, mais qui a mis la main ou le doigt sur pas mal de sujets d'une époque où le droit international est de plus en plus ciblé, écorné, fragilisé. Vous posez des questions fondamentales à travers ce film. Je rappelle le titre des United Nations, l'ONU dans la tourmente. Et dans ce film, il est question d'une figure, Francesca Albanese, rapporteure spéciale des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, que vous montrez donc dans le film. Il y a une phrase, justement, à un moment, où on reprocherait, et c'est vous qui le dites, on reprocherait à Francesca Albanese de faire rien de moins que son travail, c'est-à-dire dire le droit à Gaza. Tout à fait, c'est-à-dire que, alors déjà peut-être pour resituer, même si je pense que beaucoup de vos téléspectateurs et téléspectatrices connaissent Francesca Albanese, c'est une juriste, rapporteure spéciale des droits de l'homme pour l'ONU, et qui est la première femme à exercer cette fonction. Et c'est aussi particularité, c'est une femme plutôt jeune qui est une juriste donc, et qui jusqu'ici avait fait un certain nombre de rapports et qui avait fait notamment un rapport sur les enfants palestiniens en Cisjordanie, au Jérusalem-Est et à Gaza, avant le 7 octobre, qui était un rapport qui parlait des conditions de l'enfance. Arrive le 7 octobre et ce qui s'ensuit, c'est-à-dire effectivement le génocide, mais qui n'est pas appelé à ce moment-là génocide. Je pense que le secrétaire général de l'ONU, Guterres, à ce moment-là, parle de nettoyage ethnique ou de risque de génocide. Et Francesca Albanese, en mars 2024, donc 6 mois plus tard, va être la première à parler, 5 mois plus tard, va être la première à parler de génocide dans un rapport qui va s'appeler Anatomie d'un génocide. Et ce rapport va faire beaucoup de bruit et ça va être le début, effectivement, pour elle, à la fois d'un long combat qui à travers le monde pour à la fois faire reconnaître son rapport et puis surtout pour essayer de faire appliquer auprès de certaines nations occidentales qui ont elles-mêmes signé un certain nombre de traités l'arrêt des hostilités, l'obligation d'un cessez-le-feu, la cessation de vente d'armes par un certain nombre de pays à Israël et le respect du droit humanitaire. Et le fait simplement d'avoir pour boussole le droit international et le droit humanitaire, ça va lui valoir les foudres jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à très récemment les sanctions américaines contre elle. Elle n'est pas la seule, d'ailleurs plusieurs membres de la Cour pénale internationale sont dans la même situation. Et donc elle va se retrouver sous sanctions, diffamée, attaquée. Alors la diffamation, on les connaît, les diffamations, les attaques pour antisémitisme, un certain nombre de fake news vont être également lancées contre elle. Et vous montrez dans le film justement comment sur Times Square il y a des panneaux électroniques qui la montrent en lui prêtant des déclarations par rapport à un lobby sioniste où elle n'a jamais prononcé ces phrases. Donc on voit c'est des campagnes de diffamation quand même de grande ampleur qui la touchent, ou en tout cas qui la ciblent.
Tout à fait. Alors, on s'aperçoit que sur ces campagnes de grande ampleur, notamment, il y a à l'œuvre j'en parle d'ailleurs dans mon film, il y a une ONG, une organisation qui s'appelle UN Watch, donc qui volontairement prend un nom qui est proche, qui donne un vernis d'officialité à, à leur travail. Et UN Watch, depuis plusieurs années, a pour mission officiellement de surveiller le travail qui est fait à l'ONU, notamment sur la question d'Israël, mais plus encore, surtout de diffamer et d'attaquer les différents rapporteurs spéciaux. Et c'est le cas depuis un certain nombre d'années. Tous les rapporteurs spéciaux, avant même Francesca Albanese, ont été attaqués. Donc le phénomène de diffamation n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la violence et la récurrence des attaques. Alors, Francesca Albanese, juriste italienne, vous l'avez dit, nommée en 2022, première femme à ce poste. Dès ses premiers rapports, elle parle de génocide. Et on veut, vous l'avez expliqué, on voudrait la faire passer, en tout cas ses détracteurs, comme une militante, plus qu'une ambassadrice ou une juriste. Alors qu'elle illustre, en tout cas c'est ce que peut-être on voit dans le film, en tout cas c'est l'avis, enfin c'est la vision que j'en ai, elle illustre peut-être dans le film une institution onusienne face à une pression grandiloquente, que ce soit américaine ou sioniste. Elle est un peu la seule à rappeler l'essentiel, c'est-à-dire le droit international. Elle ne parle que de ça à travers le film, où quand on lui décoche des attaques, elle revient dans un cadre international, mais on voit que ses détracteurs veulent la convertir en tant que militante, ce qu'elle n'est pas. Alors, c'est important, vous faites bien de le préciser. Il y a dans une moitié de mon film qui est actuellement diffusé sur Arte, une partie sur Francesca Albanese elle-même. Mais les discussions que nous avions avec Francesca Albanese dès le début du film, ce n'est pas d'en faire un portrait, il ne s'agit pas trop de focaliser sur elle. Elle n'est que le révélateur de quelque chose. Raza est quelque part le révélateur, ce qui s'y passe, le génocide qui s'est produit, est le révélateur de la faillite du droit international. Est-ce qu'il y aura un renouveau du droit international? Le film pose la question. Et Francesca, sans vouloir la personnaliser, elle vient poser un certain nombre de questions qui dérangent. Mais elle n'est pas toute seule. Amnesty International, à la fin de 2024, je crois qu'au début décembre de mémoire 2024, pose le mot génocide sur ce qui est en train de se passer à Gaza. Et ils vont également être largement attaqués. La Cour pénale internationale, on rappelait le rôle du procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, qui après avoir lancé les mandats d'arrêt, certes contre Mohamed Daïf, mais également contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, ministre de la Défense israélien, a subi un certain nombre de sanctions, a été menacé directement dans une séquence du film, par des parlementaires américains. Dans une séquence du film, on l'interview, je parle de Karim Khan, où il y a la journaliste qui lit une espèce de document où on sent quand même une pression qui augmente, et à la fin elle lui dit: est-ce que selon vous cela ressemblerait à des menaces, tout simplement? C'est plus que des pressions, c'est des menaces à l'endroit de Karim Khan ou en l'occurrence Francesca Albanese. À toute personne qui dérange sur ce dossier. Alors, ce qui dérange, ce n'est pas tant d'enquêter sur des crimes de guerre. Je veux dire, Israël ne s'en cache pas vraiment. Enfin, le gouvernement Netanyahou s'en cache pas vraiment. C'est le qualificatif de génocide qui est particulièrement dérangeant pour un certain nombre de personnes. Donc, effectivement, Karim Khan a reçu un certain nombre de menaces. Francesca Albanese a reçu des menaces. Aujourd'hui, c'est un juge français qui est à la Cour pénale internationale, reçoit des menaces. Il y avait l'ancien britannique aussi, l'ancien représentant britannique, qui avait aussi été décrédibilisé. Tout à fait. C'est-à-dire que personne n'est à l'abri de ce que veulent des menaces que veulent adresser certains membres de l'administration Trump à celles et ceux qui prennent la défense du droit international par rapport à Gaza. Sauf que c'était un peu avant Trump, c'est-à-dire les menaces qui fusent contre Albanese, c'était ça avait commencé du temps de Biden, enfin même pour Karim Khan. Alors, ça avait commencé du temps de Biden, mais ce que rappelle la journaliste de CNN dans l'interview dont vous citez l'extrait dans mon film, c'est que ces menaces sont envoyées par un certain nombre
de républicains, Ted Cruz, Marco Rubio, actuel secrétaire d'État américain. Donc c'est déjà des figures qui sont proches de Donald Trump qui vont envoyer ces menaces. Ce n'est pas directement l'administration Biden. Vous l'avez rencontré, Francesca Albanese, à plusieurs reprises, on le voit dans le film. Question subséquente, elle est dans quel état d'esprit avec cette pression, ces menaces, la difficulté justement de dire le droit à Gaza? Elle est dans quel état d'esprit? Alors, il faudrait lui demander, je ne me permettrai pas de m'exprimer à sa place. Mais ce qui me semble important néanmoins de rappeler, c'est qu'il faut beaucoup de courage. Vous le disiez à l'instant, parce que quand on est une femme seule, protégée par effectivement un statut d'ambassadeur, mais qui finalement est une bien mince protection, et que vous avez face à vous l'homme le plus puissant du monde, qui est Donald Trump, que vous avez des organisations qui viennent vous diffamer, que vous avez des attaques, que vous avez des sanctions, que vous ne pouvez quasiment plus utiliser le système bancaire, que vous êtes bloqué au quotidien et que vous êtes attaqué au niveau international, il faut beaucoup de courage pour continuer. J'ai le sentiment, moi, ce que je vois dans mon film, c'est qu'entre le moment où Francesca Albanese a émis ses premiers rapports et aujourd'hui, elle est devenue la porte-parole d'une cause. Alors, c'est pas parce qu'on est porte-parole qu'on est seul. Je tiens à le préciser, beaucoup de gens se battent pour la cause palestinienne et beaucoup de gens, l'UNRWA aussi, par exemple, dont je montre le travail dans mon film, se bat au quotidien pour aider les Gazaouis. Mais sa voix porte particulièrement, et effectivement, j'ai le sentiment, et c'est ce que je montre dans le film, qu'elle a accepté quelque part cette situation et son statut. Et il faut beaucoup de courage. Dans votre film également, donc je rappelle le titre, des United Nations, l'ONU dans la tourmente, vous faites le parallèle entre les affirmations de Francesca Albanese concernant le génocide à Gaza, avec d'autres parutions qui font état justement, en tout cas qui se posent la question sur le génocide en question. Vous rappelez un article paru dans le journal Haaretz en 2024, je crois, où il est écrit concernant Gaza: si cela ressemble à un nettoyage ethnique, ça l'est probablement. Vous interviewez également un historien juif, Amos Goldberg, spécialiste des génocides et qui parle, lui, également d'un génocide. On le voit, hein, c'est quand même... et on oublie aussi de le dire que concernant cette question de génocide, quand on lit une certaine presse ou certains médias, on a l'impression que c'est des hurluberlus qui parlent de génocide alors que c'est alimenté par des centaines d'articles, de contributions, de recherches d'universitaires, de journalistes, de militants, même des Palestiniens, des correspondants qui sont sur place. Bien entendu, beaucoup sont morts. Mais en tout cas, c'est un long travail pour arriver à la conclusion de génocide. Ce n'est pas un travail de militants ou de figures isolées sur Internet. Effectivement. Mais quand vous parliez, effectivement, vous aviez raison de le rappeler. Quand on parle de génocide en mai 2024, on passe pour des huluberlus. Francesca Albanese est diffamée et très fortement attaquée à ce moment-là, nous l'avons dit. Un an et demi plus tard, beaucoup de gens, parce qu'il y a eu du travail derrière, parce qu'il y a eu des preuves, parce qu'il y a eu un travail de documentation, on a pu constater qu'il s'agissait très probablement d'un génocide, que le qualificatif juridique de génocide pouvait être accolé à ce qui se passe à Gaza, et probablement en Cisjordanie également. La dynamique, comme vous le savez, de violence s'accélère. Donc, ce qui est important de rappeler, c'est qu'est-ce que signifie un génocide. Alors, sans entrer dans des questions trop techniques, c'est la question de l'intentionnalité d'Israël. En Europe, pour nous, génocide est égal à l'Holocauste, est égal à la Shoah. Moi, ce que je rappelle souvent, et ce que Amos Goldberg, vous avez raison de le citer, rappelle dans le film, c'est qu'il y a une spécificité de la Shoah qui est propre à la Seconde Guerre mondiale. Cette spécificité de la Shoah, aussi horrible soit-elle, ne définit pas à elle seule l'ensemble des génocides. Il y a eu des actes de génocide à Sarajevo, il y a eu le génocide des Tutsis du Rwanda, il y a eu le génocide des Rohingyas en Birmanie, il y a le génocide en Chine actuellement avec les Ouïghours. Donc il y a un certain nombre de génocides un petit peu partout. Ce qui le qualifie un génocide, c'est non pas le nombre de morts, ce qui qualifie un génocide, c'est l'intention de détruire en tout ou en partie une population ciblée. Et là, effectivement, et Amos Goldberg, qui est un des meilleurs spécialistes israéliens de cette question, le rappelle, ça ne fait effectivement aujourd'hui aucun doute.
Alors sur cette question, justement, qu'est-ce qu'un génocide à un moment donné, dans le film, vous êtes convié non loin du lac Léman, donc à Genève, avec un cercle où il y a des rapporteurs onusiens qui parlent de Gaza et de la menace qui pèse justement sur l'identité palestinienne. Le génocide, justement, ça n'a rien à voir avec le nombre, hein, le nombre de morts. Mais la séquence est forte car on dirait un rassemblement presque clandestin, alors que ce sont tous des spécialistes avec certains d'entre eux des mandats onusiens. On a vu, par exemple, on pourrait apercevoir, pour ceux qui ont vu le film, Farida Shahed, qui est rapporteuse spéciale de l'ONU sur les droits culturels, et elle parle de centaines de destructions concernant ces droits culturels, et elle dit que l'identité palestinienne est aussi menacée sur ce flanc, c'est-à-dire que la mémoire collective palestinienne est aussi visée par toute une destruction de patrimoine, de vestiges, de preuves culturelles de la présence palestinienne depuis des siècles. Alors ça a été effectivement documenté. Il y a une volonté de la part du gouvernement Netanyahou à Gaza de détruire des archives anciennes, de détruire des bibliothèques, d'empêcher qu'une mémoire puisse se prolonger. Et ça, effectivement, c'est tout à fait rappelé dans le film. Ce qui est important de dire, ce qui me semble important de dire là-dessus, c'est qu'un génocide, ce n'est pas seulement détruire des vies, ce n'est pas seulement tuer des gens, c'est renvoyer c'est annuler une mémoire. C'est-à-dire que les médias ont un rôle important, dans la façon dont ils vont véhiculer un certain nombre d'informations, et notamment ce qu'on a vu avec ce qui se passe à Gaza, la façon de nier le génocide et d'invisibiliser les Palestiniens. Dans un génocide, il y a plusieurs étapes. Il y a une façon de nier, il y a une façon de discriminer, il y a une façon de considérer que l'autre, qu'on ne peut pas discuter avec l'autre. Tout ça a été fait dans le travail médiatique et dans l'imaginaire collectif vis-à-vis des Palestiniens. Ce qui va à un moment devoir être un combat pour les journalistes, pour les historiens, pour les membres de l'ONU, pour les gens qui ont mandat de cela à l'ONU, ça va être de lutter contre une forme de négationnisme qui vient du gouvernement israélien. C'est-à-dire qu'ils vont nier avoir détruit des éléments culturels, comme ils vont nier qu'il y a même un génocide à Gaza. Et là, on doit être vigilant. Et effectivement, l'idée dans le génocide, c'est à la fois ces deux dynamiques. C'est à la fois de dire, finalement, ça ne s'est pas passé, y compris les attaques à la mémoire, mais également, avec le temps, y a-t-il eu un peuple palestinien? Y a-t-il eu des gens qui ont vécu sur cette tête-là? Et ça, effectivement, c'est un discours qui est là depuis le début de la colonisation des terres palestiniennes. Finalement, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'accélération de l'histoire par rapport à ce phénomène. L'histoire, justement, vous partez dans votre film du 7 octobre, mais vous démontrez aussi l'injustice historique faite aux Palestiniens, puisqu'en 1948, vous le racontez bien dans le film, lors du vote onusien, 57% du territoire de la Palestine sous mandat britannique est livré à un tiers de la population qui sont des juifs sionistes. Résultat, il s'en suivra une guerre civile, 300 000 Palestiniens massacrés, 450 000 réfugiés, la fameuse Nakba. Aujourd'hui, vous évoquez aussi un sondage, 82% des Israéliens seraient favorables à l'expulsion des Palestiniens, et c'est une triste vérité. On voit qu'il y a un cheminement logique dans l'histoire du sionisme à l'endroit des Palestiniens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'altérité pour les sionistes, en tout cas en substance, c'est ce que vous démontrez. Par exemple, vous parlez également du meurtre de Folke Bernadotte, lui-même qui avait sauvé des Juifs, qui a été représentant onusien, qui avait dit « il n'y aura pas de paix dans cette région sans le retour des réfugiés ». Résultat, il a été tué par un groupe, je crois que c'est l'Irgun, dont fera partie un futur Premier ministre sioniste. Donc on voit, il y a quand même ce fond extrémiste qui traverse le sionisme. Tout à fait. Alors l'histoire est complexe. Je serais bien en peine de revenir jusqu'à 1948 parce qu'il y a un certain nombre de dynamiques qui sont ce qu'on peut constater effectivement. Personne ne peut nier aujourd'hui le projet colonial depuis l'origine à l'endroit de la colonisation des terres palestiniennes.
En revanche, ce qui se passe depuis le 7 octobre, c'est une accélération. Je le précise dans mon film. Un certain nombre de colonies se développent en Cisjordanie. Il y a des violences, des assassinats, une collaboration entre l'armée israélienne et des colons ultra-violents. Ça s'accélère encore ces dernières semaines. Et évidemment une accélération de la destruction de Gaza. C'est-à-dire que la volonté génocidaire, on l'a rappelé, il ne s'agit pas d'aller mener une guerre contre le Hamas, comme ça a pu être dit. D'ailleurs, y compris dans les médias français depuis le départ, la question est de voir que tout a été détruit. Vous rappeliez sur la culture, bien sûr, les immeubles, l'accès à l'eau potable. On est dans une destruction totale. La question qui est aujourd'hui, c'est ce qui se déroule à Gaza et en Cisjordanie est perçu par la population israélienne. Quand vous voyez le journal Haaretz, il y a un travail de documentation, il y a un travail politique qui est fait de très bonne qualité. La question, c'est que me semble-t-il, pour y être passé et avoir documenté ça dans mon film, c'est que la partie pacifiste, suite au 7 octobre, suite au traumatisme réel des Israéliens sur ce qui s'est passé le 7 octobre, cette partie pacifiste, aujourd'hui, ces membres, cette population qui veut encore la paix, ou en tout cas qui demande et qui manifeste pour un cessez-le-feu à Gaza, elle est très très peu nombreuse au vu de l'ensemble de la population. La différence, vous le soulignez dans votre film, la différence avec les autres génocides, que ce soit au Soudan, Bosnie, Rwanda, c'est que, en ce qui concerne ce qui se déroule à Gaza, le génocide à Gaza, c'est que pour la première fois, on a des auteurs qui assument leur acte haut et fort, comme on se rappelle de la déclaration de Yoav Gallant par rapport à l'air et l'eau, sur lesquels d'ailleurs pèse un mandat de la CPI, d'ailleurs comme Netanyahou, ce sont des auteurs ou des officiels qui assument leur destruction, en tout cas de vouloir faire partir la population palestinienne de Gaza. On se rappelle aussi des déclarations de Smotrich et de Ben Gvir. Alors, ce qu'ils assument, ce sont les déclarations belliqueuses. Ce qu'ils assument, c'est de s'en prendre à la population civile. Ils n'assument pas le terme de génocide. C'est-à-dire qu'ils n'assument pas la finalité qui est de... Il y a quatre caractéristiques du génocide. Faire partir une population de sa terre naturelle fait partie des caractéristiques du génocide. Tout à fait. Vous avez raison de le rappeler. Donc, qu'on constate tout de même, c'est que oui, il y a des déclarations belliqueuses, oui, il y a de la violence qui s'exerce, mais la finalité génocidaire n'est pas reconnue. On parle encore, les Israéliens, le gouvernement Netanyahou parle encore de guerre. De guerre à qui? À une population épuisée, qui n'a pas accès à l'eau potable, qui n'a pas accès à la nourriture, qui n'a même pas accès à l'aide humanitaire de base. Donc, 6 000 Hiroshima. Qui n'est pas assumée. Et en fait, c'est dit par, excusez-moi, juste sur ce point, c'est dit par Yohann Soufi, l'avocat Yohann Soufi dans mon film, c'est que même si les actes sont là, même si la violence s'exerce, même si les déclarations sont là, l'idée qu'il s'agisse d'un génocide n'est jamais acceptée dans un génocide. Alors, vous posez la question dans votre film, que peut l'ONU si l'institution est amputée de la volonté des nations? Eh bien, on a tendance à dire que l'ONU pourrait être impuissante, mais finalement, l'ONU fait un travail aussi de terrain avec l'UNRWA, avec l'Agence des réfugiés pour les Palestiniens, qui garde quand même une base de données qui est très importante en attendant un éventuel retour. Vous montrez aussi Philippe Lazzarini, qui tente, lui, de récolter toutes les données, de rechercher toutes les personnes qui sont un peu éparpillées dans le Moyen-Orient suite à la Nakba. L'ONU aussi fait un travail de données quand même extraordinaire, il faut le souligner. Alors l'ONU, il y a des agences, il y a plusieurs dimensions à l'ONU. Il y a une dimension politique, il y a une dimension humanitaire, il y a une dimension de maintien de la paix. Il y en a aussi d'autres, elles s'affinent en différents volets. La dimension humanitaire est toujours efficiente. L'UNRWA, vous le rappelez, fait un travail absolument exceptionnel, et heureusement qu'il y a encore l'UNRWA dans l'accès aux soins, dans l'accès à l'éducation, et pour faire pression également pour qu'il y ait les biens de première nécessité, les éléments de première nécessité qui puissent arriver à Gaza. Ce travail est remarquable, et c'est d'ailleurs pour cela
que l'UNRWA est visée très violemment depuis maintenant le 7 octobre, et ça n'avait pas commencé le 7 octobre, par le gouvernement israélien, par les Israéliens. Après, l'ONU, que peut l'ONU politiquement? Et c'est là où on revient au titre un petit peu de mon film, The United Nations, c'est-à-dire que l'ONU est composée d'États membres qui signent des statuts, qui signent des traités. Encore faut-il que les traités soient respectés. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est à un moment décrit par un chercheur qui a écrit un livre formidable qui s'appelle Ardit Psaïès et qui a écrit pour Cambridge un ouvrage qui s'appelle L'ONU et la Palestine. Et il rappelle que aujourd'hui, les décisions qui sont prises à l'Assemblée générale des Nations Unies sont des décisions qui sont majoritairement, très largement favorables à la Palestine. Mais il suffit de quelques membres ex-puissance coloniale au Conseil de sécurité pour les bloquer. Il y a un déséquilibre. C'est pour ça que le qualificatif... Pardon ? Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, tout à fait. Tout ce qui est les questions du maintien de la paix ou de la prévention de la paix dépend du Conseil de sécurité, techniquement. Donc, le problème aujourd'hui n'est pas tant la structure de l'ONU, très certainement à imaginer, mais c'est d'obliger les États, que les populations, que les opinions publiques, que les populations, que les journalistes, qu'il y ait une pression pour que les États respectent les traités qu'ils ont eux-mêmes signés. Et l'ONU donne un cadre à cela. Et c'est un cadre qui, me semble-t-il, est nécessaire. Après, la question, c'est est-ce que l'ONU a pu pousser et obliger les États à respecter ce qu'ils ont signé? Est-ce que l'ONU a pu obliger les États à respecter le droit international? Ça n'a pas été le cas. Et c'est sur cet endroit-là précisément qu'on peut parler de faillite de l'ONU, selon moi. Merci Christophe Cotterette d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes réalisateur du film des United Nations, l'ONU dans la tourmente. Il est en accès libre, précipitez-vous. Il vaut vraiment le détour. Christophe Cotterette, je vous dis à bientôt et merci d'avoir été des nôtres encore une fois. Merci pour votre invitation. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.